plus de trackers. Nous vous en parlons déjà la semaine dernière. Depuis le début de la guerre en Iran, survenue le samedi 28 février, il y a énormément de volatilité sur les marchés. Les courbes de la bourse montent et descendent, mais ce sont celles qui suivent les prix du pétrole et du gaz qui fluctuent le plus. Les suiveurs des marchés gardent un œil attentif à la situation sur le détroit d'Ormuz, point de passage essentiel pour les hydrocarbures produits dans le golfe Persique. Au moindre blocage ou bombardement dans cette région stratégique, le prix du pétrole grimpe en flèche. Ce jeudi, moment où nous enregistrons ce podcast, le prix du baril de brut a de nouveau franchi brièvement le seuil symbolique des $100. Alors, quels sont les réflexes à adopter quand les prix du pétrole s'affolent ? Devons-nous nous attendre à voir ce conflit durer longtemps ? Quelles sont les actions qu'il faut avoir en portefeuille dans pareil contexte ? Et quand pourra-t-on dire que la situation s'est stabilisée ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Vincent Juvins, le responsable de la stratégie d'investissement d'ING Belgique. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, comment les investisseurs particuliers doivent-ils réagir face à la situation actuelle où on voit les prix de l'énergie très volatiles, on voit beaucoup de nervosité sur ce champ-là ? Je pense qu'il faut garder son calme. On est face à évidemment de nombreux inconnus sur les perspectives à la fois dans la région en termes d'évolution du conflit et donc sur les perspectives pour les prix pétroliers. Alors il est certain que le scénario de base du marché en jugé par l'évolution des prix pétroliers est finalement d'un blocage du détroit d'Ormuz temporaire mais pas durable. S'il devait être durable, nous aurions des prix pétroliers bien au-delà des $100 le baril. On n'est pas dans cette perspective à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que les marchés ont raison. Mais enfin, on estime qu'au compte tenu des rapports de force dans la région, il est peu probable que l'Iran puisse maintenir un blocage durable. Donc, ne pas surréagir, garder son calme et sur les marchés financiers, être conscient que aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative aux marchés financiers. Le risque, évidemment, de la crise au Moyen-Orient, c'est plus d'inflation. Donc, c'est de voir son pouvoir d'achat être érodé, a fortiori, lorsqu'on a peu d'ambition pour son épargne et qu'on la maintient sur un compte épargne. Alors on enregistre ce podcast le jeudi 12 mars, la situation évolue très vite, mais est-ce qu'on peut craindre d'évoluer vers une situation qui nous rappelle ce qui s'est passé dans les années 70, le choc pétrolier, des restrictions en direction des citoyens notamment ? Alors je crois que ce scénario du pire est peu probable. Alors bon, il faut quand même rappeler qu'on est quand même face à une situation inconnue. Même dans les années 70, le détroit d'Ormuz n'a jamais été bloqué. Donc en toute humilité, soyons prudents évidemment par rapport à ce qui pourrait se passer. Mais néanmoins, on a eu un choc d'offres significatif dans les années 70, qui même avec un blocage du détroit d'Ormuz me semble aujourd'hui moins probable. Pourquoi ? Dans les années 70, le pétrole, c'était 50% de la production d'énergie primaire. Aujourd'hui, ce n'est plus que 30% de l'énergie primaire. Dans les années 70, suite à ces chocs pétroliers, on a développé le nucléaire civil, on a développé notamment les énergies renouvelables, on a en d'autres termes diversifié notre mix énergétique. On est moins tributaire du pétrole aujourd'hui. Déjà en Europe, c'est plus du gaz, mais attention, c'est une courroie de transmission importante aussi. Et puis, de nombreux automobilistes aujourd'hui ils roulent en voiture électrique, donc sont plus tributaires des prix à la pompe essence par exemple. Ça, c'est déjà une différence évidemment fondamentale avec ce que nous avions dans les années 70. Deuxième différence, ce pétrole était produit dans une seule région dans les années 70, le Moyen-Orient. Le principal consommateur était les États-Unis. Aujourd'hui, le pétrole est produit beaucoup plus largement dans le monde et on a les États-Unis qui sont devenus le premier producteur. Donc, meilleure diversification de notre mix énergétique, meilleure diversification de nos producteurs de pétrole, ce qui nous préserve a priori du scénario du pire, c'est-à-dire d'un rationnement que nous aurions éventuellement en Occident. Ça ne veut pas dire que dans le monde, il n'y a pas des pays, notamment dans les émergents et en Asie, où se dirigeaient à peu près 80% des flux gaziers et pétroliers qui passaient par le détroit d'Ormuz, que là, on ne pourrait pas avoir au cas par cas des rationnements qui ont d'ailleurs déjà été, ces derniers jours, été annoncés dans certains pays. Oui, on l'a lu ce matin dans les fils de dépêche en Corée du Sud, en Inde. Il y a des dispositions, des restrictions qui sont prises, notamment sur les produits pétroliers. Si on prend un horizon un peu plus large, on avait commencé l'année sous de bonnes dispositions. Les indicateurs étaient assez positifs. On parlait de scénario de boucle d'or. Là, maintenant, c'est le scénario de la stagflation qui est craint. Est-ce que on va se diriger vers cette période où les économies vont avoir du mal à créer de la croissance et les prix de l'énergie vont rester très élevés ?
Alors, je dirais comme la plupart des économistes et commentateurs le diront, tout ça dépendra de l'intensité et de la durée de la crise au Moyen-Orient et surtout de la durée du blocage du détroit d'Ormuz. Alors, on n'en est pas là. Vous le signaliez, nous avions commencé l'année finalement de manière relativement positive sur le plan économique. Aujourd'hui, c'est clair, les marchés s'interrogent sur cette durée du blocage du détroit d'Ormuz, craignent plus d'inflation, moins de croissance, en d'autres termes, un risque stagflationniste. Alors, on a eu quelques épisodes de stagflation, les années 70 est de loin le plus long, mais 2022 nous a donné également un goût de ce à quoi ça peut ressembler. Et ce qu'on vit depuis 2 semaines, finalement, il ressemble à nombre d'égards. Que se passe-t-il en stagflation ? C'est-à-dire que à la fois les actions sont chahutées et baissent, puisque finalement cette inflation vient grignoter les marges, vient peser sur leur capacité à faire croître leurs bénéfices. Et surtout, ce qui est embêtant évidemment pour les investisseurs diversifiés, c'est que les marchés obligataires baissent dans le même temps, puisque plus d'inflation, ça veut mener les marchés à revoir leurs perspectives de politique monétaire. Tout d'un coup, les marchés s'attendent à ce que la BCE augmente ses taux de 0,5% d'ici la fin de l'année. C'est pas notre scénario, mais enfin, c'est un risque aujourd'hui qui pèse, et on a vu que les taux, notamment les taux belges, ont fortement remonté. Donc ça, c'est le problème du moment, c'est que, de manière conjointe, marché d'actions et marché obligataire baissent en même temps face à ces craintes de stagflation. Et alors, c'est l'indicateur clé en ce moment, c'est les prix de l'énergie, le prix du pétrole. Comment un investisseur doit se positionner dans pareil contexte ? Quels sont les actifs qui profitent le plus d'un pétrole qui monte et à l'inverse, ceux qui souffrent le plus d'un pétrole cher ? Alors, je ne vais pas spécialement lier ça au pétrole en tant que tel. On voit que finalement, la seule chose il y a 2 choses qui montent dans le contexte actuel de stagflation, c'est les prix d'énergie. Alors bon, imaginons les entreprises énergétiques qui verraient encore les prix de l'énergie augmenter, en bénéficieraient, c'est certain. Si je regarde sur les marchés financiers, depuis le début de la guerre en Iran, c'est le secteur qui performe le mieux. D'un point de vue régional, c'est les États-Unis, exportateur net de pétrole et en capacité d'exporter qui fonctionne le mieux. Donc déjà, je dirais, en tout cas, si je devais lier ça purement au pétrole, j'identifierais ces deux éléments. Troisième élément, ce qui monte dans un contexte de stagflation, c'est ce qu'on appelle la corrélation entre classes d'actifs. Donc les actifs vont dans la même direction, malheureusement, direction à la baisse pour marché d'actions et marché obligataire. Il y a différentes, je dirais, parade à la situation actuelle, à la fois sur les bourses de manière générale. On va avoir potentiellement, si la situation perdure, un choc d'inflation et donc un choc sur la consommation, évidemment. Le pouvoir d'achat va être réduit. On pourrait imaginer, dans le scénario du pire, d'un blocage durable, de voir une récession. On n'en est pas là. Mais donc, il faut évidemment investir dans les entreprises qui ont finalement une relative résilience de leurs résultats. Donc, ça va être des secteurs défensifs, par exemple. Je pense notamment aux soins de santé. Si demain, on paye notre essence beaucoup plus à la pompe, on ira peut-être moins au restaurant, mais on n'ira pas moins à la pharmacie. Donc ça, c'est déjà une approche. Deuxième élément, et c'est là sans doute où on a aujourd'hui même le plus de conviction d'un point de vue sectoriel. Si on n'avait pas eu cette guerre en Iran, on aurait encore beaucoup continué à parler d'intelligence artificielle, de son impact sur nos vies, sur le secteur technologique notamment. On avait une grosse correction du secteur des softwares avant la guerre en Iran, et pourtant on a vu ces derniers jours que les résultats des entreprises de logiciels sont tout à fait excellents et que pour l'instant la menace de l'IA reste encore bien lointaine pour ce secteur. Et le software, les logiciels ont pour particularité, c'est que c'est un secteur dont à peu près 3/4 des revenus sont récurrents. C'est-à-dire que votre licence Microsoft, c'est un revenu récurrent pour Microsoft. Des formules d'abonnement. En récession, il y a peu de chances que vous l'annuliez. Les abonnements cloud qu'on a pour nos téléphones, pour nos photos et ainsi de suite, c'est du récurrent. Il y a peu de chances qu'on les abandonne non plus. Donc ça veut dire que Oracle, Microsoft et ainsi de suite, finalement, ils sont dans un contexte où ils ont la capacité de fixation des prix, cette résilience des bénéfices. Donc ça, c'est certainement un autre accent, en tout cas, que je mettrais sur les portefeuilles pour l'instant. Et au-delà de ça, surtout, puisqu'on navigue dans l'inconnu, pas prendre de déviation majeure par rapport à ce qu'on pourrait avoir, notre allocation d'actifs de référence, dite stratégique. On y va, je dirais, plus finement sur des aspects sectoriels. Et alors, évidemment, il faut repenser notre diversification au-delà des 2 blocs habituels que sont marché d'actions et marché obligataire. Et c'est là vraiment l'enjeu si ce contexte stagflationniste devait perdurer. Au niveau sectoriel, on avait vu les valeurs liées à l'énergie verte souffrir du retour de Donald Trump au pouvoir. Est-ce que là aussi, il n'y avait pas une correction injustifiée qui va maintenant, avec le contexte
revoir ces titres remonter la pente? C'est une excellente remarque. Il faut rappeler d'ailleurs, évidemment, je l'évoquais là tout à l'heure, dans les années 70, les énergies renouvelables ont commencé à prendre de l'ampleur. Donc c'était vraiment la conséquence du choc pétrolier d'alors. Et on note d'ailleurs en effet que depuis quelques mois, eh bien, les énergies renouvelables ont à nouveau le vent en poupe. Alors il y a différents phénomènes. Il y a tout d'abord un phénomène lié au déploiement du secteur technologique et de l'intelligence artificielle qui demande beaucoup d'investissements en data centers et par conséquent beaucoup d'énergie pour alimenter ces data centers. Donc les exploitants de ces data centers font feu de tout bois aujourd'hui pour alimenter ces derniers en énergie et notamment continuent à investir massivement en renouvelables. On le voit par exemple en Belgique lorsque Google installe un data center, c'est en général également avec une unité d'énergie renouvelable pour alimenter tout ou partiellement de ce data center. Donc on voit que ces deux éléments vont de concert et puis maintenant on est évidemment face un choc énergétique, à tout le moins temporaire, et dès lors, il est vrai que ces énergies renouvelables reviennent évidemment à l'avant-plan. Donc, c'est également une parade face à la situation actuelle. Il n'y a pas que le pétrole, il y a également des alternatives au pétrole. Donc, à surveiller, mais là aussi, la crise énergétique actuellement va évidemment créer des opportunités, notamment dans ceux qui sont capables d'offrir des solutions moins intensives en énergie. Et dans ce contexte-là, la Chine est un leader de la transition climatique, évidemment. Alors, quand est-ce qu'on pourra se dire que la situation se stabilise, se normalise? Bon, le détroit d'Ormuz est réouvert. Ça, c'est vraiment binaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est ouvert ou fermé? S'il est ouvert, j'ai envie de dire, on se rend bien compte, ça va rester compliqué pendant un certain temps en Iran, mais pour l'économie mondiale, pour les marchés, ce qui importe, c'est la liberté de navigation dans ce détroit et la capacité des produits exportateurs de gaz et de pétrole de fournir leurs clients en Europe et en Asie. Donc ça, c'est le point le plus important. Et là, pour le vérifier, un indicateur qui réagit beaucoup à ça, c'est les prix du pétrole. Le prix du pétrole en sera une bonne mesure. Et puis, finalement, on aura évidemment des annonces dans la presse à ce sujet sur un accord de paix ou sur un cessez-le-feu ou sur une capitulation. Enfin, je veux dire, ce sera l'un de ces développements qui viendra confirmer qu'en effet, le passage est libéré. Et alors, un dernier conseil pour les jeunes investisseurs qui nous écoutent. Quels sont les bons réflexes à avoir quand les prix de l'énergie s'affolent comme actuellement ? Alors, moi, je trouve fantastique que depuis quelques années, on a vraiment une cohorte de jeunes investisseurs qui investissent, qui viennent sur les marchés, qui sont passionnés par la chose, et je trouve ça vraiment fantastique. Il faut faire attention tout de même, c'est que face à des crises telles qu'on connaît aujourd'hui, souvent ces jeunes investisseurs, finalement, ne connaissent qu'une classe d'actifs, ou deux, les actions et les crypto-monnaies. Donc, dans le contexte actuel, alors c'est vrai que les marchés obligataires sont un petit peu chahutés, mais il est toujours important de rappeler un peu ce b.a.-ba de la diversification. Alors, quand on est jeune, on se dit, oui, mais enfin, finalement, moi les actions c'est bien, je suis jeune, j'ai le temps de venir et de fait, mais dans ces phases de marché, c'est quand même bien d'avoir d'autres classes d'actifs à côté. Qu'est-ce qui marche relativement bien pour l'instant? On l'a évoqué plutôt, notamment il y a un certain nombre de secteurs qui peuvent aider et là on est dans le monde action. Je pense notamment qu'avoir de l'immobilier aujourd'hui, papier en portefeuille est quelque chose qui apporte de la résilience. Avoir de l'or est quelque chose qui pour quelques pourcents du portefeuille apporte de la résilience. Avoir une exposition à des entreprises, notamment actives dans le secteur des infrastructures. Voilà, plus que jamais, c'est dans ces périodes évidemment de fébrilité sur les marchés que la diversification prend tout son sens. Et ça, je pense qu'il est toujours bon de le rappeler que les années 70 et les périodes de stagflation ont été difficiles sur les marchés financiers, qu'on a parfois eu des baisses significatives, presque 50% au milieu des années 70, suivi de 2 corrections fin des années 70, début des années 80. Donc ça a été quand même des mouvements relativement pénibles et durables. Par contre, pas perdre de vue que dans le sillage de ces mouvements, on a eu des rebonds tout à fait fantastiques, plus de 100% durant 74 mois au milieu des années 70, plus de 200% de rebonds sur le S&P 500 au début des années 80. Donc ça montre aussi que voilà, pouvoir faire le gros dos, rester investi dans ce contexte-là, c'est absolument nécessaire. C'est beaucoup mieux que de rester en cash sur son compte épargne. Voilà encore, je dirais, un enseignement en tout cas des crises passées qu'il est bon de se remémorer dans le contexte actuel. Merci pour votre écoute et vos marques d'attention, notamment dans le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques à l'adresse podcast@leco.be. Je vous rappelle aussi que nous enregistrerons le mardi 24 mars un épisode spécial en public. Ça se passera à HEC Liège et tous les détails pour réserver votre place sont dans les notes de l'épisode. C'était Louise Pinchard à la réalisation et Salim Nesba au micro pour Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho.